Bonjour à tous. Cette situation s'est déroulée il y a environ 5 ans et c'est une histoire que je ne raconte pratiquement jamais à personne, car la plupart des gens se sentent mal à l'aise en l'entendant ou bien me donnent des conseils bien intentionnés sur ce que j'aurais dû faire dans cette situation, sans vraiment comprendre à quel point notre esprit réagit différemment lorsqu'on est en pleine panique. Mais vous semblez le comprendre, alors voici mon récit. À l'époque, je vivais dans un appartement assez décent au centre de Paris, où je travaillais comme technicienne en ophtalmologie. Je rentrais chez moi après le travail à l'heure habituelle, vers 16h30. J'ai ouvert la porte de l'appartement et suis entré. J'ai déposé mon téléphone, mon portefeuille et mes clés sur l'îlot de la cuisine, entendant la lourde porte métallique se fermer bruyamment derrière moi. J'ai commencé à m'occuper de mes tâches domestiques. Étant originaire d'une petite ville, j'avais l'habitude de ne pas verrouiller la porte en journée, surtout quand je savais que mon mari rentrerait bientôt à la maison. Depuis ce jour-là, pendant 5 ans, je n'ai jamais oublié de verrouiller la porte. Je suis passé par la salle de bain pour rejoindre mon grand dressing et j'ai commencé à suspendre le linge que j'avais commencé avant de partir travailler. C'est à ce moment-là que la porte d'entrée s'est ouverte. J'ai souri, surprise. Mon mari était rentré un peu plus tôt, alors j'ai joyeusement crié « Je suis ici, chérie ». Le silence a répondu à mon appel. Lentement, j'ai commencé à ressentir ce désagréable sentiment qui grimpe le long de la colonne vertébrale, celui où l'on sait que quelque chose ne va pas. J'ai essayé d'ignorer ce malaise, pensant que mon mari ne m'avait tout simplement pas entendu, et je suis sorti dans le salon qui faisait également office de cuisine. De l'autre côté de l'îlot de la cuisine, se tenait un homme totalement inconnu. Il était plus âgé que moi, environ 50 ans, mais je ne me souviens plus exactement de ses traits. Il était juste là, à me regarder. Il ne portait pas de masque, n'avait pas d'arme. Il se contentait de fixer son regard sur moi. Je me suis demandé s'il était entré par erreur dans le mauvais appartement, et s'il s'excuserait bientôt, mais alors qu'il continuait de me fixer, j'ai compris que je devais faire plus que simplement le regarder. Je me suis redressé et gonflé ma poitrine, essayant d'avoir l'air plus imposante, ce qui n'est pas facile quand on est une femme menue, et d'une voix forte et grave, je lui ai ordonné de sortir immédiatement de mon appartement car il n'avait rien à y faire. Il m'a complètement ignoré, comme s'il n'avait pas entendu un mot. Il a commencé à prendre mes affaires, mon téléphone, mes clés, mon portefeuille. Méthodiquement, il les mettait dans ses poches. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que cet homme était dangereux. Jusque-là, j'avais naïvement cru que c'était une erreur. Je me suis précipité vers le seul autre appareil qui me permettrait de demander de l'aide, mon ordinateur. J'ai dû m'approcher un peu plus de l'intrus pour l'atteindre, mais il restait encore 4 ou 5 mètres entre nous, alors je savais que je pourrais l'attraper et m'enfuir avant qu'il ne m'atteigne. Quand j'ai attrapé l'ordinateur et que je me suis retourné pour courir, j'ai vu qu'il se dirigeait vers moi. J'ai couru vers la salle de bain, car c'était la seule issue où je pourrais fermer 2 portes entre lui et moi. J'ai claqué la première porte et en quelques secondes, j'ai entendu qu'il essayait de forcer la poignée pour l'ouvrir. Je me suis précipité dans le dressing et ai fermé cette porte également. J'ai ouvert l'ordinateur et me suis connecté à Messenger pour contacter mon mari. Je lui envoyais message après message, le suppliant d'appeler les secours et de dire qu'il y avait un intrus dans notre appartement. Il a reçu mes messages en quelques minutes et m'a assuré qu'il parlait déjà à un opérateur, tout en quittant lui-même son travail pour venir me rejoindre au plus vite. J'attendais et j'attendais. Finalement, la porte de la salle de bain s'est ouverte et l'intrus est entré. Il est allé jusqu'à la porte du dressing et a commencé à essayer de la forcer. C'est là que les gens commencent généralement à me donner des conseils sur ce que j'aurais dû faire. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'étais paralysé par la peur, le choc. Je ne sais même pas exactement par quoi. Je ne criais pas, je ne pleurais pas, je ne cherchais pas d'armes dans le dressing. Je ne me suis pas appuyé contre la porte pour essayer de la bloquer. Je restais simplement là, agenouillé dans le placard, attendant de mourir, parce que j'étais convaincu que c'est ce qui allait se passer. Les gens aiment dire que je vivais dans un immeuble, donc si j'avais crié, quelqu'un m'aurait sûrement entendu et serait venu m'aider, que je pouvais sûrement trouver quelque chose de lourd dans mon dressing pour me défendre.
Même un ordinateur, avec lequel j'aurais pu frapper quelqu'un, aurait fait une arme correcte. Alors pourquoi n'ai-je rien fait? Je n'ai pas de réponse. Mais miraculeusement, la porte du dressing a tenu bon. J'ai entendu les pas frustrés de l'intrus qui est retourné dans le salon. J'entendais des objets se briser, des bouteilles cassées, des tiroirs ouverts à fond, des bruits de choses qu'il fouillait et jetait. Je restais encore là, dans ce dressing, pleurant en silence, voulant fuir, mais sentant que la mort était inévitable. Je me sens horrible pour ma pensée égoïste de ce moment-là, mais j'ai envoyé un message à ma mère, qui habitait à 15 heures de route de chez moi. Je lui ai dit ce qui se passait. Désespérément, je voulais du réconfort et lui dire à quel point je l'aimais. Je ne suis pas parent, mais je peux seulement imaginer la peur et l'impuissance que j'ai dû lui infliger, sachant que sa fille était en danger et qu'elle ne pouvait rien faire pour l'aider. Elle me répondait sans arrêt, me suppliant de lui donner des nouvelles. Je lui ai dit que je continuerais à lui écrire aussi longtemps que je le pourrais, mais j'ai aussi écrit qu'elle devait dire à mes frères que je les aimais et qu'elle devrait aider mon mari à surmonter ce qui arriverait si les choses tournaient mal pour moi. L'intrus a de nouveau essayé de forcer la porte du dressing, marmonnant des mots incompréhensibles. Je me souviens avoir prié pour que la police arrive avant mon mari, pour qu'il ne soit pas celui qui me trouve dans l'état dans lequel cet homme m'aurait laissé. La porte d'entrée s'est de nouveau ouverte et j'ai entendu mon mari m'appeler. L'intrus est sorti de la salle de bain pour aller dans le salon et j'ai ouvert la porte du dressing et couru dehors pour voir mon mari à terre, maîtrisé par l'intrus. L'homme marmonnait toujours, parfois il criait, mais il n'opposait jamais une grande résistance. Toute cette partie est floue pour moi. Je me souviens de cette sensation de vertige, principalement envahie par la peur pour mon mari. Finalement, la police est arrivée à l'appartement. Ils ont mis 25 minutes, ce qui me paraît toujours incroyable. Je sais que dans ces situations effrayantes, le temps semble s'écouler plus lentement, et je pensais que cela avait pris moins de temps. Mais du moment où mon mari a appelé les secours à l'arrivée des policiers, 25 longues, épuisantes minutes s'étaient écoulées. Ce n'est en aucun cas une critique de la police, mais il m'a toujours semblé que c'était un délai de réponse trop long pour une effraction. Ils ont récupéré mes affaires que l'homme avait prises et l'ont emmené hors de l'appartement. Engourdi, je suis passé par la procédure de dépôt de plainte à la police expliquant ce qui s'était passé. Un des agents a commenté que je devrais toujours verrouiller ma porte. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai trouvé son commentaire insensible, ou même que c'était une manière de me reprocher ce qui était arrivé. Mais plus tard, j'ai compris que ces paroles venaient de l'expérience. Je suis certaine qu'il avait déjà vu de nombreuses situations similaires, mais qui s'étaient terminées autrement pour d'autres femmes. En 30 minutes, l'événement le plus effrayant de ma vie était terminé, mais je continue de porter en moi cette peur, ce sentiment de violation, cette angoisse qu'un jour quelqu'un puisse à nouveau pénétrer chez moi. Si cela s'est produit une fois, cela peut se reproduire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous encourage à continuer de lire, car tout n'est pas aussi sombre. Si cela vous est arrivé, ou que vous avez vécu quelque chose de similaire et que vous vous débattez encore avec les conséquences, des nuits blanches, allongé dans votre lit, à écouter les bruits de votre maison, des cauchemars, la vérification constante des serrures, voici ce qui m'a finalement aidé. 1 an après que cela se soit produit, mon mari et moi avons déménagé en Alsace à cause de son travail. Nous avons choisi une petite ville tranquille avec une jolie résidence et nous avons opté pour un appartement au 3e étage avec une seule entrée possible. J'ai recherché toutes les statistiques disponibles sur la criminalité dans les environs et j'ai découvert que le seul crime signalé en plusieurs décennies était un vol de voiture isolée. Malgré cela, je ne pouvais toujours pas dormir la nuit. C'était définitivement mieux que dans notre ancien appartement à Paris. Mais mon mari travaille souvent en horaire de nuit et je ne pouvais tout simplement plus fonctionner en ayant peur de dormir. Je me suis rendu compte que ma plus grande peur n'était pas que quelque chose puisse se reproduire, mais que si cela arrivait, je serais tout aussi mal préparé que la première fois. Je n'avais rien changé, à part verrouiller la porte, et je savais que probablement je resterais de nouveau figé de peur, laissant ma vie au hasard,
espérant que je sois bien caché ou que la porte tienne assez longtemps pour que quelqu'un vienne me sauver. C'était inacceptable. J'ai décidé de m'inscrire à des cours d'arts martiaux dans une école ayant un excellent programme d'autodéfense. Je me suis présenté et j'ai commencé à suivre les cours. Au début, j'étais discrète, je restais au fond de la salle, en général je me tenais à l'écart. Mon instructeur, qui était à la fois incroyablement gentil et incroyablement perspicace, a progressivement bâti ma confiance en moi et m'a fait sortir de ma bulle de peur. Après quelques mois d'entraînement, j'ai fini par partager avec lui la raison pour laquelle j'avais commencé les cours, et il a continuellement travaillé avec moi pour me donner les compétences nécessaires afin de me défendre dans n'importe quelle situation. Cela fait maintenant quelques années que je m'entraîne, et les changements que cela a apportés dans tous les aspects de ma vie sont tout simplement incroyables. En regardant en arrière, je vois une énorme différence entre la personne que j'étais et celle que je suis aujourd'hui. Cette fille silencieuse, retirée, qui était recroquevillée dans le dressing en attendant le pire, n'existe plus. Quand je repense à moi ce jour-là, je vois une personne complètement paralysée par la peur, sans estime de soi, sans confiance dans le fait que je pouvais changer quoi que ce soit. Je ne pensais pas être capable de me défendre. Je ne savais même pas comment. Et je m'étais simplement résigné à l'impuissance. À ce moment-là, je croyais que ma vie dépendait du hasard, de savoir si la porte tiendrait assez longtemps pour que quelqu'un puisse me sauver. Mais maintenant, je sais que je ne suis pas impuissante. Je suis confiante, forte, et surtout, je sais que je mérite de vivre en sécurité et que j'ai le droit de défendre ma maison et moi-même. C'est un énorme changement qui s'est produit en moi au cours de ces dernières années. Je sens maintenant que je contrôle ma vie, mon destin. Je n'ai plus peur de ce qui pourrait arriver, car je sais que je suis capable d'agir. Et surtout, je n'ai plus honte de la façon dont j'ai réagi lorsque l'intrus est entré dans mon appartement. Autrefois, je ressentais une énorme culpabilité, d'avoir figé, de ne pas m'être battu, de ne pas avoir crié. Je pensais que j'avais échoué à moi-même et à tous ceux qui comptaient sur moi. Mais maintenant, je sais que cette peur était une réaction naturelle et que je n'ai pas à en avoir honte. C'était ma première et, j'espère, ma seule expérience de ce genre, et je n'étais pas prête pour un tel traumatisme. Cependant, je comprends maintenant ce que je peux faire pour me sentir en sécurité et je sais comment réagir si quelque chose de similaire se produisait à nouveau. Cela a été un long chemin pour en arriver là, mais ça en valait la peine. J'ai compris que ma peur ne venait pas seulement de l'événement en lui-même, mais de la sensation que je n'avais aucun contrôle dessus. Maintenant, j'ai les outils et les compétences pour affronter ces peurs, et je sais que je suis capable de me protéger. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Cela a été un processus long, rempli de nombreux moments difficiles, et chaque pas en avant a demandé beaucoup de travail et d'engagement de ma part. Cela n'a pas toujours été facile. Mais maintenant, en regardant en arrière, je sais que cela en valait la peine. Bien que je comprenne que cette approche puisse ne pas être la solution pour tout le monde. Chacun traverse ses propres expériences et la manière dont vous choisissez d'y faire face est la bonne pour vous. Mon histoire n'est qu'une parmi tant d'autres, et la façon dont je m'en suis sorti est celle qui a fonctionné pour moi. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, le chemin sera différent. Et c'est bien aussi. Il n'y a pas de chemin unique pour guérir après des expériences traumatisantes. Chacun doit trouver sa propre méthode pour faire face à la peur, au stress et au sentiment de violation. Cependant, si vous en avez la possibilité, je vous encourage à prendre des mesures qui vous permettront de vous sentir plus confiant et en sécurité. Que ce soit un entraînement d'autodéfense, une thérapie, le soutien de la famille ou autre chose, l'important est de savoir que vous n'avez pas à être une victime et que vous avez le droit de vous sentir en sécurité chez vous. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je sais que partager de telles expériences peut être difficile, car on ne sait jamais comment les gens vont réagir. Nous avons souvent peur que les autres ne comprennent pas, qu'ils nous considèrent comme faibles, qu'ils commencent à nous juger. Mais peut-être qu'en partageant cette histoire, je peux aider quelqu'un qui lutte aussi avec son traumatisme et qui se sent seul dans ses expériences. Si l'un d'entre vous a vécu quelque chose de similaire et continue à lutter avec les conséquences, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul.
Si vous avez besoin de soutien ou simplement d'une oreille attentive, je suis là, prête à écouter et à partager mon histoire. Souvenez-vous, ce qui est le plus important, c'est que vous vous sentiez en sécurité et que vous ayez les outils nécessaires pour gérer ce qui vous est arrivé. Prenez soin de vous, car votre sécurité et votre tranquillité sont primordiales. Bonjour à tous. Cette histoire remonte à assez longtemps et heureusement, elle ne s'est jamais transformée en quelque chose de plus grave que ce qu'elle était. Une période qui a éveillé en moi une peur de Dieu, mais qui m'a aussi appris une précieuse leçon sur la sécurité en ligne. C'est un avertissement, né de ma jeunesse et de mon sentiment naïf et insouciant d'invulnérabilité à l'adolescence. Nous sommes tous passés par là. Quand on est jeune, on ne pense pas aux dangers potentiels qui peuvent découler d'une utilisation imprudente d'Internet. Je savais qu'il y avait des prédateurs quelque part, mais je ne m'en préoccupais pas vraiment, à part prendre des précautions de base. Je ne donnais jamais mon nom de famille, ni ma localisation. Du moins, ça, je le savais. Je fréquentais souvent un certain forum en ligne. C'était une communauté soudée, où tout le monde se connaissait personnellement et était de bons amis. J'avais déjà beaucoup d'amis dans mon entourage proche, mais sur ce site, j'avais aussi noué de belles amitiés. C'étaient des gens formidables, et je suis toujours en contact avec certains d'entre eux. J'ai même rencontré l'une de ces personnes l'été dernier pendant mes vacances, ce qui a été une expérience particulièrement enrichissante. Cependant, un utilisateur se démarquait. Dans cette communauté centrée sur l'amitié, nous l'avions tous accueilli chaleureusement dès son arrivée, mais tout le monde pouvait remarquer qu'il y avait quelque chose de bizarre chez lui. Il était simplement étrange, mais semblait en même temps doux et naïf, quelqu'un qui ne ferait pas de mal à une mouche, c'est ce que nous pensions du moins. Je ressentais de la compassion pour lui. Son manque de savoir-vivre et ses compétences sociales limitées me faisaient croire qu'il n'avait pas beaucoup d'amis dans sa vie. Naïvement, j'ai commis l'erreur de me lier d'amitié avec lui, ou du moins de lui témoigner de la bienveillance. C'était une décision à courte vue qui a conduit à une longue et traumatisante expérience pour moi. Il a commencé à s'intéresser à moi de manière obsessionnelle, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. J'ai d'abord pris cela pour une simple fascination d'Internet qui finirait par passer. Mais ça n'a pas été le cas. Son obsession pour moi grandissait chaque jour un peu plus. Au début, tout semblait innocent. Il me complimentait sans cesse et était d'accord avec tout ce que je disais, même si nos opinions divergeaient complètement. Il me mettait constamment en avant et m'inondait d'éloges, mais toujours d'une manière qui paraissait respectueuse. Nous pensions tous qu'il était simplement maladroit, mais inoffensif. Puis, son comportement a commencé à s'intensifier. Il me harcelait plusieurs fois par jour pour que je discute avec lui sur Skype. Je refusais constamment jusqu'au jour où j'ai accepté, juste pour m'assurer qu'il était bien la personne qu'il prétendait être. À ce moment-là, presque tout le monde vérifiait son identité lors des conversations de groupe sur Skype. Au début, il n'était pas vraiment impoli ni offensant, juste très maladroit et excentrique. J'ai écourté la conversation car je me sentais mal à l'aise avec lui, mais je n'y ai pas vraiment réfléchi plus que ça. Il semblait inoffensif, quoique bizarre. Honnêtement, je ressentais de la pitié pour lui et je ne voulais pas qu'il soit rejeté. Personne ne soupçonnait qu'il y avait quelque malveillance cachée dans son comportement. Pourtant, les traits que j'avais initialement ignorés comme des bizarreries ont progressivement pris un caractère plus sinistre. Il a commencé à me raconter des choses sur lui-même, des choses dont il savait qu'elles me mettraient mal à l'aise, comme le fait que son père battait sa mère ou qu'enfant il torturait des animaux. Tout cela était délibéré, même s'il prétendait être trop maladroit socialement pour comprendre pleinement l'inadéquation de son comportement. À ce stade, j'ai cessé de lui parler mais je ne l'ai pas complètement coupé de ma vie. Je continuais à le voir comme socialement maladroit, mais sans mauvaises intentions. Personne ne suspectait quoi que ce soit. Il paraissait si naïf et innocent. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à recevoir des messages anonymes bizarres, principalement obscènes, et des trolls ont commencé à apparaître sur le forum, se concentrant sur moi, ce qui était extrêmement troublant. Je prenais tout cela à la légère. Ce n'était pas la première fois que le forum était envahi par des trolls. Nous avions des problèmes avec eux depuis un moment, donc cela ne semblait pas être une nouveauté. Je ne faisais pas le lien entre ces événements et lui.
Un jour, il a demandé s'il pouvait se joindre à une conversation sur Skype entre moi et une amie. À contre-cœur, nous avons accepté, ne voulant pas blesser ses sentiments. À notre horreur, il a commencé à se déshabiller pendant l'appel. Après cet incident, j'ai coupé tout contact avec lui. Il s'est excusé sans fin, puis a disparu. Je pensais que c'était fini, mais ce n'était que le début. Après sa disparition, les messages que je recevais sont devenus de plus en plus violents et menaçants. Je recevais au moins 100 messages par jour, provenant de divers comptes anonymes. Pas besoin d'être un génie pour comprendre qui en était à l'origine. Avant même de m'en rendre compte, j'étais imité sur de nombreux comptes de réseaux sociaux. Ma boîte de réception a été inondée de centaines de messages, me menaçant de mort, de viol et de mutilation de manière barbare. Chaque semaine, des comptes anonymes m'envoyaient des collages de photos de moi, provenant de sources que je n'avais jamais partagées avec qui que ce soit, et je n'avais aucune idée de comment il avait pu y avoir accès. Sur certaines photos, mes yeux étaient découpés et les images avaient été perversément retouchées. Le forum était envahi par des comptes anonymes, tous publiant des menaces à mon encontre. Cette personne avait même créé un site web dédié à son projet de m'agresser et de me tuer, et m'avait envoyé le lien, mais le site avait rapidement été supprimé. J'ai commencé à enregistrer tous les messages que ce fou m'envoyait, pour rassembler des preuves, et j'ai demandé une vérification approfondie des adresses IP. Un des comptes SockPuppet, qui a été vérifié, correspondait à 200 autres comptes, dont, comme vous l'aurez deviné, son compte d'origine. J'ai toujours su que c'était lui, mais avoir la confirmation que ce psychopathe avait créé 200 comptes pour me harceler et me terroriser m'a vraiment effrayé. Pendant toute cette année où il s'adonnait à ses frasques sur Internet, je n'étais pas vraiment inquiète. Oui, je me sentais mal à l'aise, mais je ne craignais pas pour ma vie. Jusqu'au moment où les appels téléphoniques ont commencé. Je ne sais pas comment il a fait, et à ce jour, je n'ai aucune idée de comment il a obtenu mon numéro de téléphone fixe. Je ne lui avais jamais donné mon nom de famille, ni aucune information qui aurait pu le mener à mes coordonnées personnelles. Ma supposition est qu'il l'a trouvé via mon nom sur Facebook, car je ne lui avais jamais révélé mon vrai nom. Comment il a trouvé mon Facebook? Ça, je ne sais pas. Dès qu'il a eu mon numéro, il a commencé à appeler chez moi à toutes les heures du jour et de la nuit. Je n'ai jamais répondu à ses appels, mais mon père le faisait à chaque fois. Peu importait combien de fois mon père raccrochait, dans les 5 secondes qui suivaient, ce fou rappelait. Encore et encore, à toute heure du jour. Cela en était arrivé au point où personne ne pouvait dormir, car il appelait constamment, parfois même toutes les heures, jusque tard dans la nuit. À ce stade, j'étais terrifié. Je m'attendais à tout moment à le voir débarquer chez moi. Puisqu'il avait mon numéro de téléphone, il devait certainement aussi avoir mon adresse. J'étais tellement paranoïaque que j'ai scotché toutes les caméras de mes ordinateurs au cas où il parviendrait à les pirater. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir qu'il me voyait d'une manière ou d'une autre, qu'il m'observait constamment, même si je savais qu'un continent entier nous séparait. Pendant la journée, j'essayais de rationaliser cette peur, en me disant qu'il ne pouvait pas physiquement m'atteindre. Mais chaque nuit était un cauchemar. Je restais éveillé, écoutant les moindres bruits dans la maison, persuadé qu'il apparaîtrait à tout moment derrière ma porte, prêt à réaliser ses terrifiantes menaces. Chaque grincement du plancher, chaque coup de vent contre la fenêtre faisait battre mon cœur à toute vitesse, me faisant penser que c'était lui, prêt à me faire du mal. Cette peur paralysante m'empêchait de penser à quoi que ce soit d'autre. Nous avons décidé de contacter notre opérateur téléphonique, les suppliant de nous aider. Nous avons demandé de localiser le numéro d'où provenaient ces appels incessants. Le numéro lui-même était introuvable, mais, après quelques semaines, ils ont pu localiser l'adresse de l'appelant. Il s'avérait que les appels provenaient de la région qu'il m'avait déjà mentionnée, exactement là où il vivait. Je n'avais aucun doute qu'il en était responsable, mais malgré cette découverte terrifiante, que pouvais-je faire de plus? Je me sentais impuissante. La police ne prendrait probablement pas au sérieux un signalement de menace anonyme venant de quelqu'un à des centaines de kilomètres. À leurs yeux, ce n'étaient que des appels et des messages stupides d'un type bizarre, rien de plus. Je ne pouvais pas prouver que ma vie était réellement en danger. Ces appels terrifiants et ces messages ont duré 2 longues années. Dès le début, j'avais informé ma famille de ce qui se passait.
Je savais que j'avais besoin de leur soutien, mais aussi que leur sécurité pouvait être en danger. Bien que tout le monde soit resté au courant, nous ne pouvions rien faire de plus que de bloquer chaque nouveau numéro depuis lequel il appelait. Pire encore, à chaque fois qu'un numéro était bloqué, un nouveau apparaissait. Nous avons finalement pris la décision de déconnecter complètement le téléphone pour pouvoir enfin dormir un peu. Ce fut une décision difficile, mais à un moment donné, nous avons réalisé que c'était la seule solution. Nous ne pouvions plus supporter ces appels incessants à toute heure du jour et de la nuit. Malgré cela, j'étais à bout, mes nerfs étaient à vif, et la peur ne me quittait jamais. Finalement, j'ai atteint un point où je savais que je devais faire quelque chose, parce que je ne pouvais plus le supporter. Je savais que je ne pouvais pas laisser cet homme me garder dans cet état de terreur permanent. Mon cyberharceleur, ce psychopathe, n'était pas très malin. Bien que ses actions aient été terrifiantes, elles étaient aussi marquées par une certaine incompétence. Avant de commencer sa campagne de terreur contre moi, il avait partagé beaucoup d'informations sur lui-même. Probablement dans son arrogance, il ne pensait pas que ces détails pourraient un jour se retourner contre lui. Au fil du temps, il m'a révélé de nombreuses informations qui, à l'époque, semblaient anodines, mais qui étaient désormais inestimables. Il m'avait dit dans quelle région il vivait, comment s'appelaient ses parents, et même donné son nom complet. Il avait même publié certaines de ces informations publiquement sur Internet. Pour quelqu'un qui voulait rester dans l'ombre, il avait rendu sa découverte étonnamment facile. Cette arrogance, si caractéristique des psychopathes peu intelligents, s'est avérée être sa plus grande faiblesse. Tout cela m'a permis de renverser les rôles. Au lieu de l'éviter et de l'ignorer, j'ai commencé à le traquer activement. J'ai décidé que je ne serais plus la victime. C'est lui qui allait commencer à avoir peur. Après une courte enquête personnelle, j'ai réussi à rassembler beaucoup d'informations sur lui. Il s'avérait que découvrir ces informations personnelles n'était pas si difficile. Je connaissais son nom, et il m'avait déjà donné les prénoms de ses parents. Cela suffisait pour trouver leur numéro de téléphone. Je savais aussi qu'il avait une vingtaine d'années et vivait toujours chez eux. J'ai décidé qu'il était grand temps que sa famille découvre ce que leur fils faisait vraiment. Ma patience était épuisée, alors j'ai fait ce que je pensais nécessaire. J'ai appelé ce numéro sans hésiter. J'ai raconté toute l'histoire du début à la fin, dévoilant tout, littéralement tout. J'ai laissé un message détaillé sur leur répondeur, car personne n'a répondu au téléphone. Je ne sais pas s'ils ont jamais écouté ce message, mais je suppose que oui, car depuis ce jour, il y a eu un silence total. Des années ont passé, et je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Il n'a jamais tenté de me contacter à nouveau. A-t-il compris ce qu'il avait fait? Ou ses parents sont-ils intervenus? Je ne sais pas et, honnêtement, je m'en fiche. Ce qui comptait pour moi, c'était que le cauchemar soit terminé. J'espère qu'il a reçu l'aide dont il avait besoin, mais je n'ai jamais cherché à savoir ce qu'il est devenu. Tant qu'il ne faisait de mal à personne d'autre, cela ne m'intéressait pas. Avec le recul, il semble presque amusant que le simple fait d'informer ses parents ait suffi à le stopper. Mais en regardant son comportement, ce n'était pas si surprenant. Il avait une vingtaine d'années, mais il était incroyablement immature dans ses actions. C'était quelque chose qui n'avait pas évolué dans sa vie, une mentalité d'enfant qui n'avait jamais vraiment grandi. Alors, cher cyberharceleur psychopathe, j'espère que nos chemins ne se croiseront plus jamais. Pour ton bien, car maintenant je n'ai plus du tout peur de toi. Bonsoir à tous. Cette histoire remonte à quelques années, lors d'une nuit d'Halloween, et c'est l'un de ces moments où quelqu'un m'a suivi jusqu'à chez moi. Je travaille dans un grand centre commercial situé à environ 1 heure de chez moi. Les magasins ferment à 22 heures, et le seul bus que je peux prendre pour rentrer passe toutes les heures et me dépose à environ 2/3 du chemin jusqu'à mon appartement. Le reste de la route, je dois la faire à pied, généralement entre 23 heures et 1 heure du matin, selon si j'ai réussi à fermer le magasin à temps et si le bus n'était pas trop bondé pour que je puisse y monter. Je ne suis pas une petite femme. Je suis assez grande et robuste, et je ne suis pas particulièrement attirante. Mon uniforme se compose simplement d'un polo, d'un pantalon noir et de chaussures plates, sur lesquelles je mets un manteau épais. Je n'ai pas remarqué quand cet homme est monté dans le bus. Honnêtement, le bus était bondé et bruyant, et les allées étaient pleines de monde.
J'ai fait tout ce que je pouvais pour me couper de cette ambiance, en mettant mes écouteurs et en fixant la fenêtre. Je ne suis pas une personne très sociable, et après 12 heures de travail lors d'une journée aussi chargée, entouré des mêmes personnes, j'étais simplement épuisé et désespéré de descendre du bus et d'être seul. Quand nous sommes enfin arrivés à mon arrêt, je me suis difficilement frayé un chemin vers l'avant du bus, à travers les gens qui ne voulaient pas bouger. J'ai finalement pu descendre dans l'air frais de la nuit, prenant une grande respiration de soulagement. Quelques personnes sont descendues après moi, et j'ai commencé à monter la colline, traversant la rue pour entrer dans une petite ruelle qui menait à ma rue. Cette ruelle est très longue, avec des rues résidentielles qui descendent des collines raides sur les côtés. Elle est bordée de petits magasins, et de l'autre côté se trouve une pente herbeuse sur laquelle se dressent des maisons. Une fois les magasins fermés, la rue semble très isolée. Peu de gens descendent à mon arrêt à cette heure, et encore moins vont dans la même direction que moi. Ceux qui le font d'habitude tournent dans l'une des rues résidentielles bien avant que je n'atteigne la colline qui mène à mon bâtiment. Cette rue n'est pas très bien éclairée. Les lampadaires sont rares, et certains sont activés par des capteurs de mouvement, ce qui signifie qu'ils ne s'allument que lorsque vous êtes tout près d'eux. J'ai parcouru cette route des centaines de fois dans l'obscurité, et je l'ai empruntée pour aller travailler à 3 ou 4 heures du matin, des milliers de fois dans le cadre d'un travail précédent. D'habitude, j'aime l'air frais de la nuit. Je n'ai pas peur de l'obscurité et j'aime la façon dont les étoiles brillent là où j'habite. Cependant, je ne m'arrête jamais en chemin. Je marche vite pour rentrer chez moi le plus rapidement possible et prendre une douche. Ce soir-là, j'ai remarqué que quelqu'un marchait derrière moi. D'habitude, je fais attention à cela, car comme je l'ai dit, peu de gens empruntent cette route à cette heure de la nuit. Je l'ai remarqué, en attendant qu'il tourne dans l'une des rues résidentielles. Mais il ne l'a pas fait. Cela m'a paru un peu étrange. Mais je ne suis pas la seule personne à habiter dans ce quartier. Alors peut-être qu'il ne passe tout simplement pas souvent par ici à cette heure, c'est pourquoi je ne l'avais jamais remarqué avant. Je suis arrivé au parking près du centre médical, au pied de ma colline, et comme d'habitude, je l'ai traversé. À ce moment-là, je savais que s'il continuait à me suivre sur la colline, je commencerais à m'inquiéter. Cette colline longe le centre médical, et de mon côté de la rue se trouve un grand mur qui sépare les blocs d'immeubles de ma rue. On ne peut y accéder que depuis la rue devant la mienne. En haut de la colline, le mur se termine et laisse place à une allée qui court parallèlement à mon immeuble. De l'autre côté de la rue se trouvent des pubs fermés, un magasin de proximité et une vieille église transformée en mosquée, également fermée à cette heure. Il y a encore moins de lampadaires à cet endroit, et mon bâtiment est entouré d'une clôture métallique, derrière laquelle s'étend une pelouse de 20 mètres ou plus, qui descend jusqu'à l'entrée du bâtiment. La porte d'entrée est éclairée, mais les environs sont assez isolés. La seule raison pour laquelle quelqu'un serait là à cette heure serait qu'il habite dans mon immeuble. Cet homme a traversé le parking derrière moi et c'est là que j'ai commencé à vraiment m'inquiéter. Je savais qu'il n'habitait pas dans mon immeuble. L'immeuble ne compte que 9 appartements répartis sur 3 étages, et je connais personnellement les 10 personnes qui y habitent. Nous nous connaissons suffisamment bien pour nous reconnaître, même dans l'obscurité. J'ai accéléré le pas, espérant pouvoir atteindre le bâtiment avant qu'il ne me rattrape. Lui aussi a accéléré. Je l'entendais se rapprocher, et quand je suis arrivé à la grille, je savais qu'il était trop près pour que je puisse l'ouvrir et entrer avant qu'il ne m'attrape. Le bâtiment était plongé dans le noir et je savais que tout le monde était déjà couché. Cela me faisait me sentir encore plus seul. J'étais terrifié. Pensant vite, j'ai traversé la rue et continué à monter la colline, passant derrière les voitures garées. J'en ai profité pour enlever mon sac à dos d'une épaule et saisir mes clés. J'ai attendu qu'il me suive derrière les voitures, ce qui le ralentirait suffisamment pour que je puisse traverser la rue, ouvrir la grille et courir jusqu'au bâtiment avant qu'il ne puisse réagir. J'ai ouvert la grille avec force, car je voyais qu'il courait maintenant vers moi. Je me suis dit que soit la grille se refermerait avant qu'il ne la rattrape, soit elle le heurterait, ce qui me ferait gagner quelques précieuses secondes. Je suis descendu en courant sur la pelouse inclinée, peinant à garder mon équilibre à cause de l'humidité qui la rendait glissante. J'ai tourné au coin et apposé ma carte sur le lecteur,
poussant la porte avec force, avant même d'entendre le bip qui indiquait qu'elle s'ouvrait. La porte est lourde et montée sur une charnière anti-incendie, ce qui signifie que je ne peux ni la claquer ni la fermer rapidement. L'escalier est à quelques pas de l'entrée, sur la gauche. J'habite au dernier étage et l'immeuble n'est pas grand. 3 appartements par étage et 2 étages d'escalier. L'escalier est en béton, ce qui fait que chaque son résonne, et on peut entendre tout même derrière des portes fermées. Je me suis précipité à l'intérieur du bâtiment et j'ai immédiatement couru vers les escaliers. Je n'avais monté que quelques marches quand la porte derrière moi s'est soudainement ouverte et l'homme s'est lancé à ma poursuite. Je me sentais un peu plus en sécurité étant dans le bâtiment et si proche de mes voisins. Je me suis retourné rapidement avant qu'il ne me rattrape et je l'ai frappé de toutes mes forces avec mon sac à dos. Il est tombé contre le palier, mais s'est rattrapé à la rambarde pour ne pas tomber. Je lui ai crié dessus à plein poumon. « Qu'est-ce que tu fous ?» tenant mon sac à dos devant moi comme un bouclier. Maintenant que nous étions à l'intérieur du bâtiment et que la cage d'escalier était éclairée par des lumières activées par mouvement, j'ai enfin pu bien le voir. Il était un peu plus grand que moi, je mesure 1,73 m, et il paraissait un peu plus âgé avec des cheveux déjà grisonnants. Ses vêtements étaient étranges, tous faits de ce matériau bizarre et ciré que l'on utilise parfois pour des vestes imperméables, et il portait de lourdes bottes. Je ne le reconnaissais pas du tout. Il me regardait avec de grands yeux et je le dévisageais, prêt à lui donner un coup de pied au visage si nécessaire, ou à lui lancer mon sac à dos. Je ne voulais pas qu'il puisse entrer avec moi dans mon appartement, alors je le fixais sans relâche. Il a commencé à bégayer, agrippant fermement la rambarde et baissant la tête, essayant d'avoir l'air pitoyable et inoffensif. Il a marmonné quelque chose à propos de rendre visite à son fils. Comme je l'ai mentionné, il n'y a que 9 personnes dans l'immeuble en dehors de moi. Aucune d'elles n'est assez jeune pour que cet homme puisse être leur parent. Comme je l'ai mentionné, il n'y a que 9 personnes dans l'immeuble en dehors de moi. Aucune d'elles n'est assez jeune pour que cet homme puisse être leur parent. Même s'il avait un fils dans l'immeuble, comment aurait-il su me suivre depuis le bus pour accéder au bâtiment? Pourquoi m'avait-il suivi quand je m'étais éloigné de l'immeuble? Et pourquoi m'avait-il poursuivi? S'il avait vraiment un fils ici, il aurait pu simplement venir jusqu'à la porte et l'appeler pour qu'il lui ouvre. Je ne croyais pas un mot de ce qu'il disait et j'ai commencé à lui crier de partir. Je répétais ces mots encore et encore, ajoutant parfois des phrases comme « Je ne te connais pas » et « Tu n'habites pas ici ». Je criais de plus en plus fort, espérant qu'il s'en aille et peut-être aussi pour attirer l'attention de mes voisins. Mais il ne partait pas. Il continuait à marmonner des excuses, mais je ne l'écoutais pas. J'étais bien trop effrayé pour prêter attention à ces mots. Je ne cessais de crier de plus en plus désespérément. Alors que mes paroles se mêlaient à ces excuses, j'ai soudain entendu des bruits provenant des appartements voisins. Les portes grinçaient et des pas feutrés se rapprochèrent de l'entrée. Ils devaient essayer de regarder à travers leur judas pour voir ce qui se passait. Soudain, je ne me sentais plus aussi seul, et cela m'a donné un peu de courage. Je me suis lentement reculé dans l'escalier, un pas après l'autre, essayant de maintenir la distance entre lui et moi, tout en gardant un œil sur lui et sur la situation. J'étais terrorisé, mais je savais que si je perdais le contact visuel avec lui, il pourrait en profiter. Ma voisine du rez-de-chaussée a finalement ouvert sa porte, la laissant entrebâillée à cause de la chaîne. Elle nous a regardés avec prudence et m'a demandé si tout allait bien et si elle devait appeler la police. L'homme, entendant la voix de ma voisine, s'est brusquement retourné, levant les mains en signe d'apaisement, comme pour dire qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Mais pour moi, c'était encore plus suspect. Son attention s'était momentanément détournée de moi, mais je savais que cela ne suffisait pas pour me sentir en sécurité. Entre-temps, j'entendais l'autre voisin du rez-de-chaussée, de l'autre côté de la cage d'escalier, ouvrir également sa porte. C'était un homme âgé dont je reconnaissais immédiatement la voix. Il demanda si tout allait bien, s'il fallait aider quelqu'un. Je leur ai crié avec conviction. Il m'a suivi jusqu'ici. Je ne le connais pas. Il refuse de partir. Mes mots étaient maintenant plus assurés, car je sentais le soutien de mes voisins. L'homme était toujours là, au bas de l'escalier, regardant de plus en plus nerveusement entre moi et mes voisins. Il semblait maintenant perdu, peut-être effrayé car la situation lui échappait.
J'étais déjà en haut du premier palier, le surplombant, et je savais que je ne pouvais pas détourner les yeux, pas un seul instant, sous peine qu'il profite de la situation. Mon voisin, toujours assez ferme dans ses manières, a commencé à crier sur lui. « Dégage d'ici, bon sang !» Sa voix était plus grave, plus autoritaire, et il était clair que l'homme se sentait encore plus menacé. Il semblait plus intimidé par la présence de cet homme que par la mienne, ou peut-être réalisait-il maintenant qu'il était en infériorité numérique et que la situation tournait contre lui. Il a tenté d'ouvrir la porte d'entrée, mais de manière désordonnée, presque paniquée. Je remarquai cependant qu'il ne savait pas comment l'ouvrir. Il fallait appuyer sur un bouton à côté de la porte, et il n'avait clairement jamais été là auparavant. C'était une autre preuve que cet homme n'avait aucune raison légitime d'être ici. Je commençais à me détendre un peu en voyant qu'il essayait de partir. La situation se désamorçait lentement. J'ai pris une grande inspiration, sentant un soulagement temporaire. Puis, rapidement, j'ai couru à travers le palier et monté le dernier étage d'escalier. Mon cœur battait à tout rompre. L'adrénaline me faisait bouger plus vite que jamais. J'ai réussi à ouvrir la porte de mon appartement et je l'ai fermée aussitôt, tournant la clé dans la serrure, puis encore une fois pour être sûr que c'était bien verrouillé. J'étais trempé de sueur. Mon cœur battait la chamade et mes mains tremblaient de nervosité. Je me sentais au bord de la crise de panique. Ma respiration était lourde, mais j'essayais de la contrôler, sachant que je devais me calmer. J'ai traîné l'aspirateur sous la porte et l'ai appuyé contre elle pour qu'en cas d'effraction, je puisse entendre un bruit. C'était ma protection de fortune qui me donnait au moins une petite impression de sécurité. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Chaque petit bruit dans le bâtiment me semblait suspect. J'étais allongé dans mon lit, les yeux grands ouverts, écoutant chaque son, des pas, des grincements, le bruit de l'eau. Mon corps réagissait à chaque son, et je n'arrivais toujours pas à me calmer. Heureusement, je ne devais pas travailler le lendemain, ce qui m'a permis d'essayer de me détendre, bien que ce ne fût pas facile. Je me suis réveillé vers 6 heures du matin en entendant des bruits dans la cage d'escalier. J'ai entendu quelqu'un ouvrir les portes des poubelles à chaque étage, puis les refermer. J'ai regardé par le judas pour voir ce qui se passait, et j'ai vu plusieurs policiers en uniforme fouillant les parties communes du bâtiment. Je n'avais pas appelé la police, mais je soupçonnais que l'un de mes voisins du rez-de-chaussée l'avait fait, ce qui m'a un peu rassuré. Je savais que la situation était prise en charge. Les poubelles sont assez grandes, donc j'imagine qu'ils vérifiaient si quelqu'un ne s'y cachait pas. Je n'étais pas sûr car je n'avais posé aucune question, à part mes voisins qui m'avaient aidé, me demandant si tout allait bien lorsque nous nous sommes revus. Personne n'a jamais mentionné cet événement. C'était comme si tout le monde préférait l'oublier, ce que je pouvais comprendre, car moi non plus je ne voulais plus y penser. Je ne sais toujours pas qui était cet homme ni ce qu'il voulait. Je ne l'ai jamais revu, ni dans les environs, ni ailleurs. Quelques années plus tard, j'ai quitté mon emploi dans ce centre commercial, et cette histoire a lentement commencé à s'effacer de ma mémoire. Cependant, parfois, quand j'y repense, je ressens de la culpabilité de ne pas avoir appelé la police moi-même. Et si cet homme avait fait la même chose à quelqu'un d'autre, ou pire, si une autre victime n'avait pas eu la même chance que moi et n'avait pas pu s'échapper? Peut-être que quelque chose de terrible est arrivé, et je ne le saurai jamais. Mais à ce moment-là, j'étais trop terrifié et trop bouleversé pour penser à tout ça. Je voulais juste oublier, respirer profondément et avancer. Bonsoir à tous. Cette histoire remonte à mes 12 ans, lorsque j'ai commencé à garder les enfants d'amis de la famille. Ils avaient 3 filles âgées de 4 à 7 ans. Ils habitaient au bout d'une impasse où presque chaque maison était occupée par un jeune couple avec des enfants en âge scolaire. Le quartier était très soudé, un peu comme ces communautés de voisins dans les années 50, où tout le monde se connaissait bien. Ils avaient une règle commune concernant les jouets et les jeux dans les jardins. Chaque enfant pouvait jouer sur les structures de n'importe quel jardin à tout moment, sans avoir à demander l'autorisation. Peu de temps après avoir commencé à travailler dans ce quartier, la règle a été légèrement modifiée. À partir de là, il a été convenu que, si une famille engageait une baby-sitter, les autres enfants ne pouvaient pas venir jouer, afin que je ne me retrouve pas à surveiller plus d'enfants que prévu et non rémunéré pour cela. Grâce à cela,
Chacun savait plus ou moins quand les parents étaient absents et laissaient leurs enfants sous la garde de quelqu'un d'autre. J'ai été bien accueilli lorsque je sortais avec les filles pour qu'elles puissent jouer dans les jardins des voisins quand elles le souhaitaient. Les parents m'ont même donné la permission de les laisser jouer seules dans le bac à sable d'un voisin si j'avais besoin de faire une petite pause. Cependant, étant une grande lectrice du club des babysitters, je ne laissais jamais les filles sans surveillance. J'attendais toujours qu'elles veuillent boire de l'eau ou utiliser les toilettes pour que nous fassions une pause à l'intérieur. Il en était de même quand les filles voulaient en jouer dans la cabane perchée dans un arbre, appartenant à un couple plus âgé, à quelques maisons de là. Je montais avec elles, malgré ma légère peur des hauteurs, et restais avec elles, replié dans la petite cabane, bien que je me sente claustrophobe. Mais je tenais à ma règle. Je ne me souviens pas si cette règle, tout le monde à l'intérieur, tout le monde à l'extérieur ensemble, était déjà en place avant ma première rencontre étrange avec le voisin d'en face ou non. Cependant, quand la police a plus tard interrogé les filles que je gardais, elles ont déclaré qu'il ne s'était jamais rien passé de grave quand j'étais avec elles, car j'avais instauré cette étrange règle parfois agaçante. Un jour, alors que nous jouions au basket-ball sur l'allée avec les filles, le voisin d'en face est sorti sur son balcon au 2e étage, portant une casquette et des lunettes de soleil pour lire un livre. J'ai remarqué plus tard qu'il avait pivoté sa chaise à 180 degrés pour avoir une vue sur nous et sur le panier. Je ne pouvais pas dire s'il nous regardait, car il ne réagissait pas à mes regards et continuait de tourner les pages de son livre, comme s'il lisait vraiment. Ce comportement se répétait chaque fois que nous jouions au basket-ball, et cela a duré pendant les 5 années où j'ai gardé les filles. Avec le temps, dès que je le remarquais sur son balcon, je suggérais que nous jouions à autre chose, soit à l'intérieur, soit dans le jardin de devant, hors de sa vue. Ce voisin étrange m'était bien connu car il allait à la même église que moi. Je n'avais jamais vu quelqu'un prier aussi intensément, la tête baissée, les mains jointes dans une posture de dévotion. Un jour, alors que ma famille était assise derrière lui à la messe, le prêtre m'a demandé de diriger la messe des enfants, car l'animatrice habituelle était malade. Cet homme s'est retourné et m'a fixé, comme si j'avais perturbé volontairement sa prière. Quand je travaillais à la garderie de l'église pendant les messes, je croisais souvent son regard alors qu'il attendait devant la porte pour utiliser les toilettes. D'après ce que j'ai appris des amis de la famille et des autres voisins, cet étrange observateur de basket-ball était en réalité un homme gentil, qui avait quitté son appartement et son travail à Paris pour s'occuper de sa mère malade. Tout le monde le trouvait admirable, et comme il allait à l'église, j'en étais venu à penser que c'était moi qui me trompais en le trouvant bizarre. Même à 12 ans, j'étais habitué à ce que des hommes de 40 ou 50 ans me fassent des avances ou ralentissent en voiture pour me lancer des commentaires déplacés lorsque je marchais, faisais du vélo ou courais. Je pensais que je projetais ces expériences sur ce voisin maladroit et discret qui, au fond, ne faisait rien de mal. Par exemple, j'étais convaincu que s'il avait vraiment été bizarre, il ne se serait pas privé de l'occasion de nous observer l'été, lorsque les filles et moi jouions dans la piscine. Mais il ne sortait jamais lorsque nous portions nos maillots de bain et nous amusions dans le jardin. Peu à peu, je me persuadais que j'étais peut-être trop prétentieuse et injuste envers lui, plutôt que de penser qu'il était réellement étrange. Quand j'avais 15 ou 16 ans, je l'ai surpris en train d'espionner par la fenêtre alors que je rangeais après une soirée cinéma. Les filles et moi avions regardé un film après le bain, mais au lieu de le faire dans l'obscurité totale, nous avions laissé une lumière allumée pour que je puisse tresser les cheveux des filles. La grande télévision sur laquelle nous avions regardé le film se trouvait dans l'extension de la maison, avec des fenêtres du sol au plafond. Bien que mes parents aient toujours été très vigilants à fermer les rideaux après la tombée de la nuit pour que personne ne puisse regarder à l'intérieur, nos amis n'avaient pas de rideaux sur ces grandes fenêtres modernes. Quand j'ai éteint la dernière lampe du salon, située près de la fenêtre donnant sur la maison du voisin, j'ai vu quelque chose dans l'obscurité. L'homme étrange était assis sur sa terrasse, sur une chaise placée en ligne directe avec la fenêtre par laquelle je regardais. J'ai jeté un coup d'œil derrière moi et j'ai réalisé qu'il avait une vue parfaite sur l'endroit où nous étions assises par terre pendant le film. En me tournant à nouveau vers sa maison, j'ai vu qu'il se précipitait rapidement à l'intérieur. J'aurais douté de l'avoir vraiment vu
si sa chaise n'était pas restée dans cet emplacement inhabituel. Après l'avoir vu déplacer son fauteuil à plusieurs reprises pour lire pendant nos matchs de basketball, j'ai su que cette nuit-là, la chaise n'était pas dans sa position habituelle. Après cet incident, je suggérais aux filles de jouer à des jeux de société dans une autre pièce, où j'insistais pour que nous regardions les films dans l'obscurité totale, afin de m'assurer que personne ne puisse nous observer. Une fois les filles endormies, j'évitais complètement le salon, car j'avais l'impression d'être observé. Si je n'étais pas dans la cuisine, en train de faire mes devoirs ou de lire, je restais dans la partie plus ancienne de la maison, où toutes les fenêtres avaient des rideaux. Quand les parents ont remarqué pour la première fois ce changement dans mes habitudes, ils insistaient pour que je puisse regarder la télévision ou des films dans le salon. Je ne leur ai jamais rien dit car j'avais peur que mes craintes ne paraissent ridicules ou égoïstes. Lorsque j'avais 17 ans, ma famille a entendu aux informations du soir qu'un homme de notre ville avait été arrêté par la police lors d'une opération où une femme faisait semblant de proposer son enfant à des hommes. Quelques semaines plus tard, nos amis nous ont appelés. Ils voulaient savoir comment j'avais deviné que cet homme du quartier n'était pas sûr. C'était bien lui, celui dont j'avais entendu parler à la télévision. D'après ce que nos amis ont décrit, la police avait découvert son blog où il décrivait son obsession pour l'une des filles du voisinage. Le blog contenait des détails sur ses fantasmes à son égard et ses plans pour les réaliser. De nombreux articles se concentraient sur la manière dont il comptait abuser d'elle ou la kidnapper, en profitant du fait qu'elle serait sous la garde d'une babysitter. Dans ces fantasmes, les babysitters étaient comme celles des vieux films, distraites par des appels téléphoniques à leurs amis ou en train d'embrasser des garçons, au lieu de s'occuper des enfants. Quand il a compris que je ne faisais rien de tout cela, ses plans ont évolué. Il projetait de me tuer, de kidnapper la fille, puis de quitter la ville. Après avoir interrogé les filles pour s'assurer qu'elles n'avaient pas été victimes de quoi que ce soit, la police a suggéré que je devais avoir soupçonné quelque chose, étant donné la manière dont je m'étais comporté. Tous les éléments du puzzle, les rencontres fréquentes à l'église, son comportement étrange quand il savait que je gardais des enfants dans le quartier, se sont soudainement assemblés. J'ai ressenti un soulagement en comprenant que je n'avais pas été injuste ou trop méfiante. Peut-être avais-je été légèrement égocentrique, car toute l'attention n'était pas concentrée sur moi mais sur les enfants. Mais je n'étais pas folle. J'ai compris que je n'étais pas la personne la plus menacée dans cette situation, mais néanmoins, rencontrer un prédateur suburbain et un meurtrier potentiel est une chose que je ne voudrais plus jamais vivre. Ah, et un petit conseil. Lisez Le Don de la peur et la série Le Club des Babysitters. J'habite dans un cimetière. Cela peut sembler incroyablement cliché, mais c'est la stricte vérité. Les gens réagissent toujours avec étonnement quand je le dis, ne sachant pas si je plaisante ou si je suis sérieuse. Au début, il y a toujours ce sourire gêné sur leur visage, comme s'ils ne savaient pas comment répondre. Mais rapidement, ils se rendent compte que je suis tout à fait sérieuse. Et à ce moment-là, leurs réactions deviennent encore plus intéressantes. On peut voir la tension sur leur visage, essayant de comprendre comment quelqu'un peut habiter dans un cimetière et trouver cela tout à fait normal. Mais pour nous, après tant d'années, c'est une réalité. Nous vivons dans cette maison depuis presque 8 ans. Je me souviens encore du jour de notre emménagement comme si c'était hier. La maison était moderne, spacieuse, avec un grand jardin dans lequel nous rêvions de créer notre petit coin de paradis. J'imaginais déjà les arbres fruitiers, les arbustes en fleurs et un endroit où nous pourrions passer les douces soirées d'été. Je rêvais d'un lieu où m'asseoir avec un livre sur un banc en écoutant les oiseaux chanter. À l'époque, nous n'avions que des pensées positives sur notre avenir ici. Aucun de nous ne soupçonnait que quelque chose de plus se cachait derrière, quelque chose qui allait changer notre vie. Dès les premiers jours, cependant, j'ai commencé à ressentir que quelque chose n'allait pas. C'était subtil, presque imperceptible, comme une sensation dans l'air. Je ne pouvais pas vraiment le décrire, mais j'avais l'impression que nous n'étions pas seuls. Cette sensation me suivait, surtout la nuit, lorsque tout était silencieux et que l'obscurité envahissait la maison. J'avais l'impression que quelqu'un m'observait. Ce n'était pas un regard intrusif,
mais il me mettait mal à l'aise. Je me demandais si c'était juste une question de m'habituer à notre nouvelle maison, mais jour après jour, ce sentiment devenait de plus en plus intense. Nous ignorions alors que notre quartier avait été construit sur un ancien cimetière municipal du 19e siècle. Nous l'avons découvert plusieurs années après notre emménagement, et tout a commencé à prendre sens. Lors des travaux dans les années 70, certaines tombes avaient été déplacées pour faire place aux maisons, mais beaucoup d'entre elles étaient restées enfouies profondément sous terre. C'était un fait que les habitants de longue date avaient accepté comme une chose normale, mais pour nous, nouveaux venus, c'était une découverte troublante. Je me souviens précisément du jour où nous avons emménagé. La maison sentait encore le neuf, et nous étions tous excités de commencer ce nouveau chapitre de notre vie. Nous étions en train de déballer nos affaires, et n'avions pas encore eu le temps de nous préparer pour notre première nuit. Il était tard dans l'après-midi, et je courais dans la maison, vérifiant chaque pièce, planifiant où placer les meubles. C'est à ce moment-là que je l'ai entendu pour la première fois. Des voix d'enfants. C'était si clair, comme si quelqu'un se tenait juste à côté de moi. Il s'agissait de 2 enfants, une petite fille et un garçon. La fille devait avoir autour de 10 ou 12 ans, tandis que le garçon paraissait avoir environ 5 ans. Leur conversation semblait naturelle, comme s'ils jouaient quelque part tout près. Au début, je n'ai même pas réalisé ce que j'entendais. J'ai d'abord pensé à mes jeunes frères qui jouaient dehors. Mais leur voix était plus grave, et le son que j'entendais semblait être un écho d'une autre époque. Je les ai appelés, m'attendant à les voir apparaître, mais il n'y a eu aucune réponse. Un silence soudain et tendu s'installa. C'est alors que j'ai ressenti un frisson dans le cou. Ce n'était pas normal. J'ai couru dehors, où mes parents et mes frères montaient une balançoire. J'ai raconté à ma mère ce que j'avais entendu, mais elle a balayé mes inquiétudes d'un revers de main. « Tu as dû imaginer cela », a-t-elle dit. J'ai essayé d'ignorer ce sentiment, mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Avec le temps, j'ai commencé à avoir l'impression que la maison avait une âme. Certains jours, ce sentiment était encore plus fort, surtout la nuit, quand tout autour était calme. J'ai commencé à entendre des bruits étranges, des pas dans le couloir, alors que personne ne s'y trouvait. Mais le plus étrange, c'était ce que j'ai vu une nuit, alors que j'étais allongé dans mon lit, essayant de m'endormir. J'ai regardé le téléviseur, qui était éteint, et je me suis figé. Dans le reflet de l'écran, je voyais une petite fille. Elle se tenait là, dos à moi, avec de longs cheveux blonds bouclés, vêtue d'une robe bleue d'un autre siècle. Pendant un instant, j'ai pensé que c'était ma poupée, celle que j'avais reçue en cadeau. Mais ma poupée ne portait pas une robe bleue, et de plus elle était tournée vers le téléviseur, pas de dos. Malgré cela, j'ai ignoré ce que j'avais vu et je me suis rendormi. Ce n'est que le matin, en me réveillant, que j'ai réalisé que ce que j'avais vu ne pouvait pas être la poupée. C'était une petite fille, réelle, debout là, silencieuse et immobile. Je n'en ai pas parlé à ma mère, sachant qu'elle ne me croirait pas. J'avais déjà essayé de lui raconter les voix que j'avais entendues, et elle avait ignoré mes inquiétudes. Malgré le malaise croissant que je ressentais, j'ai décidé de tout ignorer. Cependant, les phénomènes étranges devinrent de plus en plus fréquents. Un jour, j'ai entendu quelque chose tomber des escaliers. J'ai couru pour vérifier, mais il n'y avait rien. Les pas que j'entendais dans la maison vide me hantaient. Les lumières s'allumaient et s'éteignaient toutes seules, et des objets disparaissaient pour réapparaître ailleurs. Les mois passaient, et je sentais de plus en plus que la maison cachait un secret. Une nuit, alors que je rentrais tard avec des amis, ma mère m'a appelé. Elle était visiblement terrifiée. « Dis à Lisa d'arrêter de me faire peur. » Zrenia m'a-t-elle dit d'une seule traite. « Lisa ?»« Zrenia » ai-je demandé, confuse. Puis, ma mère m'a raconté ce qui s'était passé. Cette nuit-là, alors qu'elle se levait pour aller aux toilettes, en retournant dans son lit, elle avait vu une boule noire, flottant au-dessus d'elle, comme un nuage sombre. Ce n'était pas une nuée normale, m'a-t-elle dit, la voix tremblante. C'était quelque chose qui flottait au-dessus de mon côté du lit, avant de disparaître à travers le plafond. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais pas la seule à ressentir une présence dans la maison.
À partir de là, nous avons commencé à enquêter sur l'histoire de notre quartier. En fouillant dans d'anciens journaux et archives, nous avons découvert la vérité sur le cimetière sur lequel nos maisons avaient été construites. C'était un vieux cimetière du 19e siècle qui avait été partiellement détruit lors de la construction des maisons. Mais certaines tombes étaient restées en place, et leurs occupants semblaient encore présents. Nos recherches ont révélé encore plus. Il s'est avéré que dans certains jardins des voisins, des pierres tombales étaient encore visibles, cachées sous des buissons et des arbres. Un jour, en cherchant des indices dans notre propre jardin, nous avons remarqué des pierres plates que nous avions toujours ignorées. Maintenant, nous savions qu'il s'agissait des restes de pierres tombales. C'est alors que j'ai compris que la petite fille et le garçon que j'avais entendus n'étaient pas les seuls esprits présents dans notre maison. Il y avait quelque chose de plus. Avec le temps, nous nous sommes habitués à cette présence. Les fantômes n'étaient pas malveillants. Ils ne cherchaient pas à nous nuire. Ils faisaient partie de notre quotidien. J'ai donné un nom à la petite fille, Lisa, car cela me semblait lui convenir. J'ai commencé à lui parler, parfois en plaisantant, en disant qu'elle faisait partie de la famille. Les esprits se manifestaient de manière subtile, en allumant les lumières ou en déplaçant des objets. Le plus curieux, c'est que nous avons même remarqué leur présence dans notre console Xbox Kinect. Quand nous jouions, parfois des silhouettes supplémentaires apparaissaient à l'écran, comme si quelqu'un d'autre jouait avec nous. Les fantômes semblaient s'amuser, comme s'ils voulaient nous montrer qu'ils étaient là avec nous. Récemment, j'ai remarqué quelque chose de nouveau. L'ombre d'un chat qui apparaît et disparaît. Nous avons 2 chats, mais aucun d'entre eux ne traverse les murs. Ce phénomène m'a fait me demander combien de secrets ce lieu pouvait encore cacher. Les fantômes qui hantent notre maison sont devenus une partie de notre vie. Même mon jeune frère a commencé à dire qu'il entend parfois des pas dans le couloir. Et ma mère. Après cette nuit avec la boule d'ombre, elle n'a jamais plus remis en question ce que je lui disais. Merci d'avoir lu cette histoire jusqu'au bout. Ce n'est pas la seule sur nos visiteurs d'un autre monde. J'en ai encore beaucoup d'autres. Peut-être que je les raconterai un jour. Mais cela, c'est une histoire pour une autre fois.